Benjamin, bonjour. Bonjour. Nous voici à nouveau ensemble dans le podcast L'Esprit du corps pour le 4e épisode d'une saison consacrée au souffle-voix. Alors aujourd'hui, on va élargir l'horizon du souffle-voix. On va aller voir du côté de l'ainothérapie. Tu vas nous expliquer ce que c'est. C'est une approche que tu as développée avec Bernard Seinsfelder. Donc d'abord, quelques mots sur Bernard Seinsfelder, il est psychologue au départ. Et puis, quand j'ai regardé un petit peu sa bio, j'ai vu qu'il s'est, à un moment donné, trouvé un peu en désaccord avec les concepts de la psychanalyse. Et il est donc allé voir du côté des neurosciences, avec notamment les travaux d'Antonio Rodrigo Damasio, qui explicite le fait que l'intelligence n'est qu'une conséquence des émotions. Donc Bernard a mobilisé plusieurs concepts comme les neurones miroirs, tu nous en as parlé un petit peu dans le dernier épisode, et il a souhaité avoir une démarche qui va lui permettre de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et les comportements induits. L'idée, c'est de dire que plus le corps est empreint de tension, plus le cerveau dysfonctionne et plus il engendre du mal-être. Alors, pour comprendre les concepts sur lesquels s'appuie Bernard, on peut écouter le podcast Conscience, corps et soins, se laisser libérer. C'est un podcast de 22 épisodes qui sont hyper clairs avec toutes les notions qu'il développe. C'est vraiment intéressant. J'encourage les auditeurs à aller écouter ça. Alors, d'abord, comment tu as rencontré Bernard ? Oui, alors en fait, ce que nous avons développé ensemble avec Bernard, c'est l'éinophonie. L'éinophonie. C'est-à-dire que l'éinothérapie, c'est le travail de Bernard Seinsfelder. Oui, pardon. Okay. C'est moi qui lui ai proposé ce nom-là parce qu'il ne savait pas comment appeler sa pratique, mais ce n'est pas moi qui ai inventé l'éinothérapie. Oui. Par contre, on a développé ensemble l'éinophonie, on a beaucoup travaillé ensemble et j'ai vu le développement de l'éinothérapie qui est la concrétisation de son expérience et à travers le travail notamment d'hypnose dont on va parler. Alors, moi, je rencontre Bernard en 2015. À l'époque, c'est un psychologue qui a une renommée régionale en Bretagne. Et il vient en stage souffle-voix en Bretagne. Et d'ailleurs, le premier jour, en fait, il est malade. Il dira plus tard, en fait, mon corps réagissait à la peur d'avoir peur. Donc, il prend son courage à deux mains et quand même, il arrive le 2e jour du stage. Donc, il prend le train en marche. Et puis, il commence par observer. Donc, tout le monde était déjà dans un bain qu'on peut déjà un petit peu se représenter, n'est-ce pas ? Et Bernard se dit, ces gens sont des fous. Je m'en vais à la pause de midi. Voilà. Et finalement, il est le dernier à passer, juste avant la pause de midi. Et puis là, il est très étonné par 3 choses, dira-t-il. La première, c'est qu'il perd le contrôle de son corps, qui se met effectivement à trembler partout. La deuxième, c'est qu'il constate qu'il est en état d'hypnose, alors que lui-même est difficile à hypnotiser dans son corps. Et puis la troisième, c'est qu'il ressent que ce travail de souffle et voix l'emmène au-delà de la pensée. Et ça, c'est des choses qui l'intéressent aussi. Donc il est très étonné et on discute à la pause et puis il y a des liens qui se créent, il y a des échanges très féconds qui commencent à naître et voyant en plus après le stage tous les effets que ça a sur lui, il décide de revenir assez rapidement quelques mois après en stage souffle-voix. Et Bernard, il va faire à peu près une 15aine de stages souffle-voix en tant que pratiquant. Mais comme c'est quelqu'un qui a une grande envergure, qui est vraiment très intéressant, et puis que sa pratique, en fait,
tisse des ponts avec la mienne, on va vite se mettre à co-animer ensemble dans les stages souffle-voix. Voilà. Ça, c'est le tout début. C'est-à-dire qu'il y a des stages souffle-voix où il est présent en tant que pratiquant, puis si les gens sont d'accord, il apporte sa pratique. Et c'est comme ça qu'on va créer dans un laboratoire, en fait, en accord avec les gens, ce qui va être appelé l'éinophonie, c'est-à-dire le mariage, l'alliance de l'éinothérapie et du souffle-voix. Voilà. Et puis, ensuite, on va créer ce qu'on appelle des stages d'éinophonie. Les stages de souffle-voix resteront des stages de souffle-voix, même si on verra que l'éinothérapie a considérablement impacté la manière dont j'anime maintenant le souffle-voix. Voilà. Et ça, c'est un autre sujet. Et puis, Bernard, en fait, commence à écrire ses livres. Il a une renommée nationale assez rapidement. Aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans que nous nous sommes rencontrés. L'éinothérapie s'est beaucoup développée, se développe beaucoup. Aujourd'hui, il y a des formations en Suisse, des formations en Belgique qui vont commencer. Ça intéresse beaucoup de thérapeutes, mais pas que. Il y a beaucoup d'accompagnants qui s'intéressent à l'éinothérapie. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est vraiment l'éinothérapie. Je peux peut-être lire la définition qu'il en donne. Donc, l'éinothérapie est un abord particulier de la souffrance humaine, donnant toute sa place au corps, notamment sous la forme d'hypnose du corps, une utilisation particulière de l'état d'hypnose. L'hypnothérapeute est formé à un positionnement spécifique qui permet un grand centrage sur lui, une absence totale de prise de pouvoir sur le patient. Cet abord de l'hypnose s'inscrit dans la lignée des travaux de François Roustan. Il s'agit pour le patient de laisser l'environnement enlever les blocages qui créent le mal-être. Voilà, cette hypnose repose sur « ne faites rien ». Voilà, ne pas agir, c'est du non-agir. Voilà. Est-ce que tu peux nous commenter et développer un peu notamment les concepts de centrage, de perceptude, peut-être de présence, etc., qu'il développe, lui, par ailleurs? Oui, au préalable, c'est important d'apporter des précisions sur le mot hypnose. Oui. Parce que c'est un mot qui est connoté, et la façon dont il est connoté est utilisé de manière complètement inverse de ce que nous, les hypnothérapeutes, parce que je suis aussi hypnothérapeute, nous l'utilisons. C'est-à-dire que l'hypnose est connotée, on est dissocié du corps et on fait une programmation. Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu comme dans Matrix, pour ceux qui l'ont vu. Je ne sais pas piloter un hélicoptère, alors hop, on va télécharger le programme qui permet de piloter l'hélicoptère et ce sera super. Donc, c'est beaucoup employer l'hypnose hors hypnothérapie pour devenir qui l'on a envie d'être. Ok ? Je veux arrêter de fumer, faites un programme pour que j'arrête de fumer. Et donc, classiquement, c'est pareil, il y a plein de pratiques d'hypnose. Je vais faire une caricature pour bien comprendre ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Mais classiquement, en hypnose ericksonienne, on va faire un programme qui va associer tabac et dégoût pour que la personne arrête de fumer. Voilà. On induit un comportement, en fait, il y a une induction. Il y a une programmation pour que la personne arrête d'avoir un comportement ou pour qu'elle ait ce comportement. Ouais. Voilà. Par exemple, très basiquement, ce qui nous pose problème à nous, dans notre vision des choses, c'est que si on fait un programme pour que la personne associe tabac et dégoût, si la personne fume par tension, ce qui est quand même souvent le cas, la tension n'est pas enlevée. Voilà. On a enlevé le symptôme, mais on n'a pas enlevé le fond du problème. Donc ça, il y a des chances que ça se répercute ailleurs. Puis ça présuppose de savoir le comportement qu'on veut avoir. C'est ça. Et en fait, quand on a tous une idée concrète de qui on a envie d'être. Bah oui, ça. Mais qui on a envie d'être, c'est notre personnage qui a envie d'être comme ça. C'est notre névrose qui veut être comme ça. C'est notre personnage névrotique qui veut être un bon élève, qui veut avoir une voix puissante, qui veut, etc., ceci, cela. Voilà, c'est le personnage, c'est pas la personne, fondamentalement. Justement, est-ce que tu peux faire une distinction ? Est-ce que tu peux dire, voilà, la personne, c'est quoi ? Et le personnage, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, dans la théorie de l'hypnothérapie, la personne, c'est tiré d'ailleurs, je crois, d'autres
discipline, mais peu importe. En tout cas, la personne, c'est qui nous sommes réellement. Ça, on y a très peu accès, ou par éclair. Okay, un bébé est totalement ou quasiment totalement animé par la personne. Okay, et le personnage, c'est ce qui s'est construit. Et nos comportements en tant qu'adultes sont des choses qui sont construites par de la peur, par de la culpabilité, par d'autres choses, par des désirs, tout ça, etc. Voilà. C'est ce que nous appelons notre identité. Souvent, nous associons notre identité à nos comportements, ce qui n'a en fait évidemment absolument rien à voir. Mais voilà, le bébé, il est dans cette configuration où tous les comportements humains sont possibles et il est amoral. On avait vu ça, je crois, le premier épisode. Voilà. Donc, il est agi par son corps et puis il se laisse faire par son corps. Voilà. Sauf qu'il y a des tensions qui vont être créées. Et ces tensions, si on prend l'image du cercle, à un moment donné, ça va, figer une partie du cercle. Ça, on l'avait vu, je crois, au premier épisode. Et puis, ce qui va rester, ce petit camembert qui va rester, c'est le personnage. Voilà. C'est la seule manière que nous ayons trouvé de donner notre énergie pour qu'elle soit recevable dans le monde. Okay, pour être adapté au monde. Voilà, mais c'est pas ce que nous sommes. En fait, c'est ce qu'on appelle une névrose, le personnage. Oui, c'est ça. Le personnage, c'est une construction pour répondre à un mal-être. Voilà, c'est ça. On ne sait pas comment répondre à un mal-être. C'est ça. Donc, on essaie d'avoir des stratégies de comportement, etc., qui deviennent notre personnage. C'est ça. Et on prend pour notre réalité, quoi. Voilà. Et donc, le personnage va chez un hypnothérapeute parce que quelque chose fait problème. Et ce qu'il veut, c'est qu'on enlève le symptôme qui lui fait problème. Et oui. Voilà. Ou il a envie d'être différent. Ouais. Et donc, on va créer un programme pour ça. Ok ? Nous ne faisons pas du tout ça. C'est l'inverse. Alors, c'est l'inverse. Dire que c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la première règle, c'est, pour un hypnothérapeute, c'est vraiment le travail d'un positionnement. L'hypnothérapie ou les hypnopraticiens, moi je préfère m'appeler hypnopraticien parce que je ne suis pas thérapeute. On ne prend pas en compte comment la personne a envie d'être. Ça, c'est son personnage qui parle. Ouais. Okay ? Mais le deuxième temps qui va avec et qui est beaucoup plus complexe, c'est qu'en tant qu'accompagnant, nous-mêmes, nous n'enfermons pas la personne dans ce que nous pensons qu'elle devrait être. Et ça, c'est encore plus exigeant comme posture. Parce que, évidemment, nous aussi, on a des idées préconçues. Oui. Ok ? Donc, en fait, et c'est là où on voit la problématique de la programmation. Parce que quand tu fais un programme, si tu veux le faire en respect de la personne qu'on est profondément, ça veut dire qu'il faudrait connaître cette personne-là. Sinon, on fabrique un autre personnage. Voilà. Donc, nous, on part du principe qu'on ne sait pas. Okay ? Donc, les hypnothérapeutes, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place un dispositif. Il y a un corpus, il y a une pratique, etc. Il y a des principes. Il y a une posture qui est tenue. Et c'est ne pas agir, ne pas savoir et laisser le corps faire. Okay ? C'est-à-dire laisser le corps se recomposer par lui-même, laisser le corps enlever les tensions et laisser le corps retrouver sa propre structuration. Okay ? Donc c'est une hypnose en fait qui va déprogrammer au lieu de programmer. On part du principe que le personnage en fait, comment dire, quand on le déprogramme, il y a la personne qui émerge de plus en plus. Okay ? Et puis surtout, on utilise des techniques d'hypnose qui sont dans le corps. On n'est pas dissocié du corps. Donc en fait, c'est un travail qui est beaucoup plus proche du zen, quelque part. Et d'ailleurs, François Roustan avait cette passion pour la Chine et pour le zen. Alors, bien que François Roustan ait été formé aux États-Unis par Erickson, lui, ce qu'il fait, nous, on estime que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne fait rien, il se met dans son corps et point barre. Voilà. Je dis simplement un mot sur François Roustan. C'est un philosophe français. Il est ancien jésuite, il a été psychanalyste avant de devenir hypnothérapeute. Il est né en 1923 et il est décédé en 2016. Voilà. Oui, c'est ça. C'était intéressant parce qu'il est assez peu connu, en fait, alors que
du grand public. Du grand public, oui. C'est Après, ça, il est quand même bien connu sûr, dans le milieu bien sûr. thérapeutique. Oui. C'était quand même un sacré personnage. Moi, je ne Bien l'ai pas sûr. rencontré, mais Bernard Sansfelder a travaillé avec Roustan. Il a fait quelques séances avec lui et Roustan l'a invité à développer sa propre approche à partir de ce qu'il avait perçu. Voilà. Et donc, schématiquement, qu'est-ce qui se passe dans une séance d'hypnothérapie ? Eh bien, si par exemple, vous venez avec votre mental et que, je ne sais pas, il vous est arrivé une tuile ou votre partenaire vous a quitté et vous n'êtes pas bien, puis que vous commencez à faire des nœuds avec votre cerveau en vous disant et puis si ceci, et puis si cela, et puis s'il revient, etc. Eh bien, en fait, là, on va couper le dialogue et on va arrêter de faire des si et on va proposer à la personne de s'installer confortablement dans le fauteuil, dans son corps, donc dans ce que j'appelle moi sa coupe. Mm-hmm. Et puis, votre compagnon est parti, laissez monter la tension. Ouais. C'est-à-dire, on va réinstaller la personne dans le présent de ce qu'elle vit. Or, le cerveau, lui, il est en train de tricoter pour essayer de résoudre le problème du présent. Mais quand on essaie de résoudre le problème du présent, on n'est pas dans le présent. On essaie de se mettre dans une projection. OK ? Et donc, c'est tomber dans une espèce, à un moment donné, de confusion, où le mental s'arrête, plus ou moins, mais il y a quelque chose qui change, on vient dans une transe plus corporelle, et là, il se passe des choses où le corps fait par lui-même. Et il y a des transformations qui peuvent éventuellement opérer. Donc, la hypnothérapie, est-ce que c'est toujours sous hypnose ? Alors, l'hypnothérapie, oui, c'est une forme d'hypnose. D'accord. On appelle ça une hypnose du corps. Moi, encore une fois, je suis gêné par ce terme pour les raisons que j'ai dites. Et en plus, dans le domaine scientifique, ils font des recherches sur les états, en ce moment, sur qu'est-ce que c'est que les états hypnotiques, qu'est-ce que c'est que la méditation, qu'est-ce que c'est que les transes chamaniques. Donc, dans l'équipe, certains membres de l'équipe ont eu un échange avec notamment une chercheuse du CNRS qui cherche là-dessus. Et effectivement, pour un scientifique, lui, l'hypnose, on ne s'occupe pas de l'intériorité du corps. Ben, nous aussi, on est complètement dedans. Donc, c'est pour ça que dans les catégories scientifiques, ce qu'on fait relève plus à la limite de la transe. Ouais. Voilà. Mais c'est pareil, le mot trans, il est connoté aussi et il fait peur parce qu'on imagine des trucs vaudous pas possibles. Qu'est-ce que tu y mettrais derrière ? Alors, ça, c'est ma définition. C'est pas forcément la définition de l'hypnothérapie, je le précise. La transe, pour moi, c'est une manière d'être au monde et de le ressentir. OK ? Ça veut dire que tout est transe. Ouais. Quand on est dans son mental, c'est une transe mentale déconnectée du corps. Ouais. OK ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est aspiré dans un état. C'est quoi une transe ? C'est comme, imaginez, on est sous le charme de quelque chose. Et puis on est collé à quelque chose. On est en transe. OK ? Quand on est dans son mental, on est bien inspiré par son mental. OK ? Donc en fait, il n'y a que des états de transe, de mon point de vue. Et puis les hypnothérapeutes sont assez d'accord avec ça. Et en fait, nous, vu sous cet angle-là, on ne considère pas que la transe est un problème, puisqu'être vivant, c'est être en transe. Ce qui est un problème, c'est être dans une transe qui génère de la souffrance et qui n'est plus adaptée à la situation. OK ? Donc dans ce cas-là, c'est quoi le mal-être ? On pourrait considérer le mal-être, de mon point de vue, c'est ça. Comme les gens sont collés dans une transe, ils n'arrivent pas à en sortir, et l'hypnothérapie va les décoller de cette transe-là, va finalement, en fait, quelque part, les déshypnotiser d'une transe pour que redonner du mouvement là-dedans et que le corps, la personne puisse se mettre dans l'état, finalement, dans la transe adaptée à la réalité. Ça, en gros, c'est quand même neutraliser le mental, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tellement dans le mental et ça parasite tellement tout le reste que finalement le travail est comme en souffle-voix. À un moment donné, on neutralise le mental pour essayer de faire émerger autre chose. Oui, c'est-à-dire que, dit autrement, le travail en fait te décolle du mental. Oui, c'est ça. Parce que le mental est une transe qui n'est pas favorable pour s'adapter. Donc en hypnothérapie, c'est aussi ce qu'on fait. C'est aussi ce qu'on fait. On met le corps sous hypnose, on neutralise du coup le mental et on va chercher autre chose
plutôt dans une attitude de non-agir, Oui. de laisser agir. Et il faut préciser que c'est exactement comme en souffle-et-voix. Voilà. Ce sont des états où on est parfaitement conscient. Oui, bien sûr. Ce sont des états qui sont très légers. Et ce sont des états dans lesquels on garde une forme de contrôle. C'est-à-dire, si on veut sortir de ces états-là, on peut. Voilà. Pourquoi ? Parce que justement, les mots transe et hypnose sont connotés très profonds et on est sous influence. Et justement, la hypnothérapie est très respectueuse de ça. C'est-à-dire qu'on emploie techniquement ce qu'on appelle une induction, c'est le moyen pour tomber en hypnose. Les moyens, les inductions les moins efficaces pour tomber en hypnose, c'est-à-dire les plus progressifs, celles qui permettent le fameux fondu enchaîné que j'ai dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pratiques hypnotiques qui font des ruptures, on appelle des ruptures de pattern, c'est-à-dire qu'ils vont créer des mini-blancs dans le cerveau, c'est-à-dire que l'hypnothérapeute met la personne dans l'état qu'elle estime favorable pour travailler de force, même si c'est très subtil, ça crée des blancs dans le cerveau, et en fait, c'est des choses qui ne sont pas favorables, et en fait, la personne perd sa liberté. Voilà. Nous, on n'est pas du tout dans ces choses-là. On essaie justement de prendre des moyens où l'état arrive progressivement, ce qui fait qu'il n'est pas très profond, ou qu'il est plus profond suivant les gens, ou que parfois les gens n'y vont pas. Mais si les gens n'y vont pas, c'est parce que le corps estime que c'est pas souhaitable que la personne lâche. Ok ? Et donc c'est des critères éthiques fondamentaux de la hypnothérapeute. Voilà, on va pas créer ce qu'on appelle des ruptures de pattern, ce qui se pratique quand même très fréquemment. Beaucoup, oui, en hypnose. Et en particulier, alors en hypnothérapie aussi, mais alors là, à fond dans les hypnoses de spectacle. Oui. Voilà, et ça, c'est catastrophique. Ouais. Donc l'hypnose, il y a l'auto-hypnose, la possibilité de rentrer aussi soi-même en hypnose. Oui. Concrètement, comment tu fais Alors, juste pour peut-être refaire une précision, oui, bien sûr. Et mettre la boucle, en fait, quand Bernard vient en stage souffle-et-voix, il m'explique sa conception de l'hypnose et il m'explique pourquoi, quand on lâche en souffle-et-voix, c'est un état qu'on peut considérer comme hypnotique. Oui. Voilà, c'est vraiment la jonction entre ces deux états. Des états conscients, mais où on se laisse faire plus ou moins par son corps, et on a la capacité de sortir. Voilà. Et je voulais rebondir sur ta question. Oui, non, donc, comme on était sur l'hypnose, après, il y a la possibilité de faire de l'auto-hypnose. Oui. Et donc, comment on fait, en fait ? Comment on rentre en auto-hypnose ? Alors, du coup, on a ce qu'on appelle une induction. Et alors ça, c'est des pratiques qui existent dans d'autres formes d'hypnose aussi. Nous, on a des inductions évidemment particulières. Et après, c'est pareil, on laisse émerger les tensions qui sont présentes. Et on attend. C'est vraiment une pratique du non-agir. C'est pour ça que Roustan disait « laissez-vous faire par le fauteuil ». Parce qu'en fait, il focalisait l'attention des gens sur le matériel, sur le concret. Mais c'est super intéressant. Parce que combien de fois, en fait, on se lève le matin et on oublie qu'on a un sol sous nos pieds ? Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Alors que quand on est dans la nuit, dans nos rêves, il n'y a pas de sol sous nos pieds. Et en fait, on fait ça d'une habitude, tout ça, etc. Mais un jour, on va mourir, il n'y aura plus de sol sous nos pieds. Dans la vie de l'esprit, le fait qu'il y ait un sol sous nos pieds, c'est exceptionnel. C'est pas la vérité de l'esprit. La nuit, on est dans nos rêves, il n'y a pas de sol. Enfin, pas toujours, pas souvent en tout cas, pour moi. Mais voilà. Donc, revenir à la matérialité, c'est revenir dans le présent. Oui. Ok ? Et c'est revenir à de la matière, c'est revenir au fauteuil. Et on va s'apercevoir dans ce ressenti, dans cette coupe, que l'image que l'on a du réel, en fait, elle ne tient pas beaucoup par rapport à ce que l'on sent concrètement. Ouais. Le corps a de la chaleur, mais elles sont où les limites du corps ? Et pourtant, c'est tangible, c'est concret. Et ça, il y a cette dimension qui est capitale dans la hypnothérapie, et je crois dans le souffle-et-voix aussi d'ailleurs, qui est on ramène les gens à quelque chose de tangible. On ramène les gens à du corps. On ramène les gens à de la matière. Ça ne veut pas dire que ça va être... on va pas pouvoir faire d'autres expériences intéressantes, notamment émotionnelles, tout ça, etc. Ou des fois des sensations d'espace particulières. Mais vraiment, on ramène les gens dans du présent, dans de la matière. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans les séances d'hypnothérapie ? Parce que les gens arrivent, ils sont dans leur fauteuil,
ils ne disent rien, ils laissent agir, et voilà. Et ça se passe comme ça. Et ça se passe comme ça. Tout le monde se regarde. Ça se passe comme ça. Alors ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais ça paraît trop simple pour que ça marche. Non. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'accompagnant est lui-même dans cet état-là. Et là, on retrouve les phénomènes que j'ai dit en souffle-et-voix, c'est que par résonance, du coup, il y a quelque chose qui se transmet. Quand quelqu'un est dans une posture particulière, il dégage une ambiance. On comprend bien que quelqu'un qui est tendu, ça va dégager une ambiance dans la pièce. Okay ? Alors, quelqu'un qui est relâché, où le mental fonctionne plus ou moins vide, ça va dégager quelque chose. Okay ? Ça ne veut pas dire qu'en face, la personne va tomber forcément là-dedans. Ça veut dire que ça va faciliter d'être dedans aussi, d'être centré sur son corps. On retrouve la notion de centrage que tu as énoncée tout à l'heure. Ça va faciliter l'appropriation dans le présent de notre corps. Donc, pour la personne qui est sur son fauteuil, il y a des tensions du coup qui émergent. Elle se laisse faire par ces tensions. Oui. Et voilà. Voilà. Et le problème est résolu. Alors, le problème est résolu. Ça peut prendre plusieurs séances. Il y a plusieurs couches de tension. Tout l'art de l'hypnothérapeute ou de l'hypnopraticien, c'est à un moment donné de proposer la bonne suggestion pour que le processus du corps se relance. Voilà. Sûr. Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. Oui. Donc, en fait, l'hypnothérapie, comme le souffle-et-voix, ce sont, pour moi, des pratiques de processus. Il y a un processus qui est à l'œuvre. En fait, s'il ne se fait pas, c'est parce qu'en fait, on lutte contre ou parce qu'on est aspiré par du mental. OK ? Et en fait, il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas de solution miracle à chercher. Il n'y a pas de programme à télécharger. Il y a juste à se laisser faire. Voilà. Mais on ne sait pas se laisser faire. Ah bah non. Surtout dans notre... Même en étant sensibilisé, c'est tellement difficile. Oui. Tellement difficile. C'est à chaque fois, on y arrive un instant, oui. Et puis l'instant d'après, c'est ça. Et... on reprend le contrôle, comme tu disais. Oui. On pourrait voir aussi l'hypnothérapie comme des séances de méditation guidée, quelque part. C'est-à-dire qu'on va faciliter la personne d'aller dans cet état-là. Un état un peu plus profond, corporel. Ouais, dans l'état du corps, parce que la méditation guidée, on arrive quelque part quand même. Alors que dans l'hypnothérapie et dans l'hypnose de François Roustan, on ne sait pas du tout où on arrive. On ne sait pas. En tout cas, on se laisse tomber où on est. C'est ça. C'est-à-dire dans le corps. Et voilà. Et après, on laisse le corps faire ce qu'il a à faire avec la situation présente. Voilà. Ça paraît un coup de baguette magique comme ça, mais en fait, le corps a une intelligence et une sagesse énorme. Oui, c'est sûr. Et ça donne potentiellement des changements spectaculaires. Mais parfois, c'est un processus qui prend du temps aussi. Et puis, c'est aussi bon de préciser que les pratiques, bien qu'elles s'appuient sur des principes universels, ne sont pas adaptées à tout le monde non plus. Oui. Voilà. C'est-à-dire que, quelque part, on va dire que si on prend dans le côté thérapeutique, il y a des thérapies de contrôle et des thérapies de lâcher prise. Mais dire ça, c'est schématique aussi. Parce que les thérapies nous, par exemple, dans cette question de laisser faire le corps, c'est plutôt une thérapie de lâcher prise. OK ? Mais il y a des techniques plus profondes, tout ça, etc. Voilà. Nous, à côté, c'est du contrôle. Voilà, c'est-à-dire qu'on va trouver l'endroit où la plupart des gens ils sont OK pour se laisser faire là-dessus. Voilà. Et en fait, c'est quoi le bon accompagnement ? C'est l'accompagnement qui fait sens à un moment donné selon la situation. Il y a des gens, les accompagnements de lâcher prise, des thérapies de lâcher prise, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas le moment. Ils ont besoin de choses qui contrôlent. Donc c'est pour ça non plus qu'il faut pas. Je suis pas en train de condamner les hypnoses ericksoniennes ou quoi que ce soit. Sûr, non. Voilà, c'est qu'il y a un temps pour tout et que il y a toujours un moment dans le processus où on se laisse faire. Il y a toujours un moment donné où on a besoin d'arrêter le processus et de contrôler. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que quand même, on est dans une société où
où quand même la tentation, c'est le contrôle. Donc, on sait qu'à un moment donné, ça ne marche plus et que les gens, ils ont besoin d'autre chose. Alors, pour prendre un autre exemple, c'est vraiment le bébé. Oui. Le bébé, quand il est traversé par une tension, il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il est obligé de se laisser faire par la tension. Et d'ailleurs, tu vois, leur corps, c'est assez extraordinaire. Les os sont pas durs, ils sont souples. Son corps a une espèce de malléabilité. Et il se laisse faire par l'environnement. Et les bébés traversent plein de choses comme ça. OK ? Puis un jour arrive la capacité à agir sur le monde. Donc là, on développe l'apprentissage. Et puis, on développe aussi la capacité de contrôle. Et puis, on cultive ça parce que quand même, c'est bien pratique. Parce que quand on contrôle, ça nous évite de retomber dans la vulnérabilité du bébé. Et la vulnérabilité du bébé, c'est quoi ? C'est pas le système d'apprentissage, c'est le système d'adaptation. Et en fait, ce système d'adaptation, si on y revient plus tard, si on le laisse faire, eh bien, ça donne lieu à des transformations intéressantes. Donc la vulnérabilité est notre plus grande force. C'est très paradoxal. La capacité à accepter de plonger dans sa vulnérabilité, bien sûr. C'est ça la vraie force. Oui, parce que c'est cette vulnérabilité, mis devant notre vulnérabilité, que notre capacité à s'adapter émerge. C'est ça. Et à faire face à une situation. Oui. Sans qu'on contrôle rien, et sans qu'on ne comprenne. Oui, c'est ça. Rien. Qu'on comprenne rien. Ça, c'est le terme le plus important. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans des situations parfois tragiques, accidents, tout ça, etc., guerre, tout ça, etc., les gens se voient faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire. Quand, dans la même situation, d'autres restent paralysés. Oui. OK ? C'est-à-dire que quand on reste paralysé, le système d'adaptation, il est complètement figé. Et quand il y a du mouvement, on se voit faire quelque chose, on est agi par une force, tout ça, etc. Alors même qu'on est en situation de vulnérabilité. Et c'est ça le système d'adaptation. Ouais. Il y a des choses qui se font à travers nous. Oui, donc la notion de base par rapport à l'ainothérapie, c'est la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité. Après, il y a d'autres notions qu'on a un petit peu évoquées, c'est l'écoute. Oui, c'est tout à fait. La perceptude. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot de perceptude ? Est-ce que c'est de l'écoute ? La perceptude, je crois que c'est un mot inventé par François Roustan. Je ne sais pas s'il a été inventé avant, mais bon, peu importe. Il y a ce qu'on perçoit. Okay ? Par exemple, si tu touches la table là avec tes doigts, tu vas avoir une perception concrète. Bien. Mais la perceptude, c'est cet état dans lequel tu vas ressentir des choses autres que le corps physique. C'est plus subtil. Tout à l'heure, voilà. Où est la limite du corps physique ? Oui, ça commence comme ça. C'est comme ça. Mais c'est la notion d'ambiance, par exemple. Ouais, donc, voilà. Et là, tu vas commencer à capter des choses qui, a priori, c'est pas tout à fait concret. Alors, moi, je donne souvent cet exemple parce que je crois qu'il est assez parlant. L'ambiance du dimanche soir. OK ? Ça, on sent que ça impacte le corps. Un vieux souvenir d'enfance, ou même pas pour certains, pour ceux qui ont envie de se lever le lundi matin pour travailler, on voit bien que le dimanche soir, on se sent dans un état particulier, quand même. OK ? Mais ça, c'est très étonnant parce que ça m'est arrivé de le sentir dans l'ambiance du dimanche soir, alors que moi, je ne travaillais pas le lendemain. Tout d'un coup, je suis à Lyon, et là, tu sens, qu'est-ce qui se passe là ? Et en fait, c'est l'ambiance du dimanche soir, parce que tout le monde dégage tellement ça que dans l'ambiance, ça se ressent. Et être dans la perceptude, c'est ça, c'est ressentir des ambiances. Tu vois ? Un autre exemple, c'est quand la nuit tombe à l'automne. OK ? C'est une sensation particulière. Alors là, on peut dire, par exemple, oui, bon, la lumière, tout ça, ça agit sur le corps, tout ça, etc. C'est vrai. Il y a des choses plus concrètes, bien sûr. Mais en même temps, tu as une qualité. Tu vois, c'est la nuit, quand ça tombe l'automne, c'est pas pareil que quand c'est l'été. Bien sûr. Tu vois voilà. Donc, même si il y a des choses très concrètes qui agissent, c'est un peu indéfinissable, mais tu sens quelque chose. Ça a beaucoup à voir avec la notion d'ambiance, et c'est une chose qu'on travaille beaucoup en hypnothérapie. Ouais. Il y a la notion de présence aussi ? Oui, la notion de présence, la notion d'être présent dans son corps.
et puis de se laisser faire par cette présence dans le corps. Voilà. On peut dire que l'hypnothérapie, sa spécialité, ce serait le mal-être. Ouais. OK. Et qu'on considère, et ça c'est vraiment les travaux de Bernard Sansfelder, il a montré que ce qui dérange le plus, ce qui produit le plus de mal-être, ce sont les culpabilités, les peurs, et par exemple justement les ambiances qu'on a avalées. OK. Voilà, quand il y a des gens qui n'ont pas forcément eu des traumas, mais qui vont pas très très bien. Et c'est souvent parce que ils étaient dans une famille confortable, mais tout le monde avait un peu peur de ceci, de cela. Du coup, ça dégage une ambiance. Et ces ambiances-là, quand on est bébé, on en avale une partie. On traverse en partie ces choses-là, mais parfois, il y a des choses qui restent. Voilà. Donc là, il faut relancer le système d'adaptation du bébé pour qu'il continue de faire le nettoyage. Comment tu t'en sers dans le souffle-voix, dans la pratique du souffle-voix ? Alors, je m'en sers par l'expérience qu'on a eue en éinophonie avec Bernard. C'est-à-dire que dans nos stages, maintenant on est une équipe, donc voilà, mais il y a un éinothérapeute, il y a quelqu'un qui gère le travail sur la voix. L'éinothérapeute, souvent, il y a plusieurs cas, mais commence par ce travail d'éinothérapie, d'hypnose. Pourquoi ? Parce que on travaille sur la coupe d'abord très facilement avec cette hypnose-là, et ensuite on va aller glisser l'émission une fois que la coupe a été bien nettoyée et qu'on est bien déposé dans sa coupe. Donc il y a une certaine logique. C'est plus subtil que ça. Des fois on fait l'inverse pour d'autres raisons, mais c'est notre cuisine. Mais donc du coup j'ai énormément vu d'hypnose de Bernard. C'est comme ça que j'ai intégré ces pratiques. Et manifestement, cliniquement parlant, c'était évident qu'après une hypnose, la voix était changée. Ouais. Voilà, donc on montre régulièrement qu'enlever des tensions liées à telle ou telle chose permet de libérer des tensions dans le corps et que la voix émerge. Voilà. Il y en a qui disent que l'éinothérapie, ça consiste à ramollir des tissus. Voilà. Nos culpabilités, les peurs s'affichent des tissus et qu'on va les ramollir. Donc forcément, ça ouvre l'instrument. Ok, donc voilà. Donc en fait, il s'agit de pointer. Je le fais parfois aussi en souffle-voix. J'utilise comme un outil possible. Je demande l'accord à la personne avant parce que les gens dans mes stages, ils voient corps, souffle-voix, ils ne voient pas forcément hypnose. S'ils creusent, ils savent, mais ils ne voient pas. Et donc, j'utilise la posture physique, bien sûr. J'utilise le centrage, bien sûr. Mais il m'arrive de proposer une hypnose pour faciliter l'ouverture de ce corps. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, puisque la pratique que j'avais avant du souffle-voix, on n'introduisait pas l'hypnose, je trouve que la hypnothérapie et le souffle-voix sont vraiment très très proches. Enfin, c'est le même travail, en fait. L'hypnose permet, j'ai dû le dire déjà, mais d'accélérer un peu les choses, ou d'approfondir peut-être, mais c'est le même travail pour moi. C'est le même travail. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui sont communs. Oui. Voilà. C'est le non-agir, c'est se remettre dans sa coupe. La différence, c'est que le souffle-voix va apporter des fois des transes encore plus profondes liées au fait d'agir. Ouais. Voilà. Mais c'est vraiment... Et puis, c'est intéressant parce qu'une référence commune à François Roustan comme à Serge Willefar, c'est le fameux livre d'Éric Gueule, Le Zen dans l'art chevaleresque, du tir à l'arc. Ouais. Et c'est comment on se laisse chanter par quelque chose, par le corps, comment on laisse le corps être chanté finalement, et comment on laisse le corps résoudre le problème du présent, comment on le laisse s'ajuster. Donc c'est se laisser faire. Mais c'est vraiment un rebours de tout ce qu'on vit actuellement. Je veux dire, c'est quelque chose qui est sans méthode. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu veux nous faire passer. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des principes, mais dès que on veut aller sur une méthode mécanique, on voit bien que ça marche pas, parce qu'en fait, c'est pas du tout l'esprit, ni hypnothérapie, ni souffle-voix. Donc, c'est sans méthode, dans un monde où on nous sert de la méthode à tout va. Oui, parce que ça rassure, il y a un cadre. Pour être performant, etc. Voilà. Et c'est finalement se laisser happer par le nouveau. C'est
ne rien contrôler pour que le nouveau arrive tout le temps. C'est ça, c'est se mettre dans la disposition d'écouter l'inconnu. Tout le temps. Mais je dirais, l'hypnothérapie et souffle-voix, c'est pas la même chose, c'est complémentaire. Oui. Et quelque part, je dirais, l'hypnothérapie facilite le travail d'émission. Et dans le souffle-voix, on va retrouver l'idée de la programmation, parce qu'on va mettre une information dans le corps. Ouais. Par contre, c'est du son. Ce ne sont pas des mots. Et une programmation, pourquoi ? Parce qu'on structure par des sons. Et c'est une programmation qui se fait par la mise en mouvement de l'énergie propre à la personne. C'est une programmation de l'intérieur. Et c'est pas le thérapeute ou l'accompagnement qui va coller quelque chose. Ni même son personnage. En fait. Voilà. C'est vraiment ça se reprogramme. Oui. Par l'environnement qui... Oui, par l'énergie qui vient dans le corps. Mm. Et la personne, elle participe directement à la construction de son énergie. C'est pour ça que le souffle-voix, on dit que c'est l'ostéopathie de l'intérieur. Ouais. Voilà, au lieu d'avoir une intervention externe. On participe à la construction de son édifice. Voilà. Et ça, le souffle-voix, c'est vraiment l'idée de laisser faire, de laisser la voix émerger, de laisser le corps se redessiner. Parce que dans les cours de chant, souvent, c'est le mythe de Pygmalion. C'est-à-dire que l'enseignant va souvent sculpter un bel instrument, comme il pense qu'il devrait sonner, performant pour ce qu'il devrait chanter, etc. Donc, c'est pas du tout la même énergie. Non. Et, très bien. Et c'est vrai que par rapport au souffle-voix, ce que j'aime dans le souffle-voix profondément, c'est quand même la notion de reconstruction aussi, qui n'est pas forcément, à moins que tu me dises le contraire, dans l'hypnothérapie. Oui, c'est-à-dire que les éléments de restructuration, de reprogrammation dans l'hypnothérapie sont assez minimes. C'est-à-dire que comme c'est compliqué de reprogrammer par des mots, on va par exemple à la fin d'une séance, on va dire vous laissez le corps relancer les mouvements qui étaient bloqués par les tensions. Et ça veut dire, c'est assez vague, et en même temps, ça veut dire, vous laissez le mouvement interne de l'énergie se faire, et voilà, et vous n'avez rien à faire. Et ça va participer, cette suggestion-là, à la restructuration. Et puis, ce qui est intéressant aussi, quand même, dans l'hypnothérapie, c'est que la coupe étant nettoyée, la personne va se restructurer, va se positionner de manière différente dans la vie, et donc c'est aussi la vie qui va la structurer. Oui, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que le souffle-voix apporte quelque chose dans la construction... de plus profond. Et en tout cas, il est plus quand même en lien avec le corps physique et son architecture. Alors, je ne dirais pas ça. Je trouve que le souffle-voix amène encore plus de densité dans la matière que l'hypnothérapie. Oui, c'est ça. Pour moi, l'hypnothérapie parle plus au corps subtil. Le corps physique dans le souffle-voix, il est là. L'hypnothérapie travaille sur le corps physique parce qu'on voit que les fascias se modifient. Oui, c'est vrai. Non, mais je dis pas au niveau du corps ressenti, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans une souffle-voix, on a vraiment l'impression que c'est hyper costaud. C'est physique, c'est là, quoi. Voilà, mais le corps physique travaille dans l'hypnothérapie, ça c'est sûr. En souffle-voix, il y a la dimension du feu qui va être amenée avec de la terre. Ouais. Et pour moi, dans la perception avec l'air, puisqu'il y a la soufflerie, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, parce que je vois que l'heure tourne. Mais du coup, moi, ce que ça m'a apporté dans le souffle-voix, c'est la lecture des trans. Ouais. Et les trans, ça apporte la fluidité, ça apporte l'eau. Et moi, de plus en plus, dans ma pratique, c'est les éléments. Je vois ça sous forme d'éléments qui travaillent dans ma pratique souffle-voix, alors que ça n'a pas du tout été enseigné comme ça. Moi, je crois que c'est parfaitement en accord avec ce que faisait Serge Wilfer, mais en tout cas, ça n'a jamais été verbalisé comme ça. Et je suis sûr que l'abord par la transe, ce que m'a apporté la hypnothérapie, en tout cas pour moi, apporte beaucoup de choses et a permis de redonner une nouvelle créativité à ma pratique, qu'on verra peut-être plus tard. Avec grand plaisir, c'est effectivement complémentaire, comme tu le disais. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. On a envie de continuer encore pour creuser cette approche aussi complémentaire et avec la question de l'hypnose qui est aussi infinie. Enfin, je veux dire,
l'hypnose dans le sens de François Roustan m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc, merci pour cette première initiation. Effectivement, on va se retrouver pour des derniers épisodes, en tout cas, où on va aborder plus dans quelle mesure le souffle-voix, l'hypnothérapie est vraiment un chemin de connaissance de soi, si on a envie d'aller dans cette direction. Donc j'ai hâte de te retrouver pour un 5e épisode. Et je te remercie encore beaucoup, Benjamin, pour cet très bel échange. Avec très grand plaisir. À très bientôt.